Bon, on a fait une pause au bon moment parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de physique et on va parler de la loi de l'attraction. Donc voilà, ce que j'appelle la télécommande de l'espace-temps, c'est ni plus ni moins que la loi de l'attraction telle que je la conçois et que j'explique dans mon livre L'Augment, que je vous conseille d'ailleurs également de lire parce que ça vous fait découvrir ça petit à petit et vraiment dans le concret parce que j'y raconte beaucoup de mes propres expériences de synchronicité, tout ce qui m'a convaincu à écrire ce livre. Et donc voilà, ce que j'ai vraiment longtemps étudié au fur et à mesure d'années, j'ai fini par comprendre que les mots que je propose ici sont vraiment comme vraiment quelque chose de fondamental qui correspond véritablement à la capacité qu'a notre mental, j'ose pas dire notre esprit. Notre esprit agit à travers le mental, mais c'est le mental qui agit dans tous les cas. C'est donc notre mental qui qui est interfacé avec la structure de l'espace-temps et qui est capable donc de provoquer ces excitations du vide qui font que ce qu'on pense se réalise instantanément dans notre futur. Mais bon, pour ce faire, il y a des états d'esprit privilégiés, que j'appelle l'intuition, le don de soi et la foi, et il y a des efforts du mental privilégiés, que j'appelle le lâcher-prise, le détachement et la confiance. Le détachement, alors je fais bien la différence entre ce qui est en bas, les trois en bas, donc lié au moi, et tout ça, ça demande un effort très important, et la différence entre ce qui est en haut, où là, tout va tout seul. On est dans le laisser agir, là, dans la zen attitude. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une connexion, et le but des efforts est d'ouvrir la connexion. Donc ces efforts, quels sont-ils? Le détachement, c'est pour éviter au moi de sombrer dans l'ego. Le lâcher-prise, c'est pour éviter donc au mental de s'accrocher, de ressasser, de s'accrocher à sa prise, de ressasser ses idées. Et la confiance, là c'est plutôt le côté émotionnel, c'est pour éviter à l'émotionnel de sombrer dans la peur, de sombrer dans les angoisses, etc. Il faut que l'émotionnel a besoin de se sentir protégé. Alors, certains auront remarqué qu'il y a une certaine analogie entre ce que j'ai présenté ici et puis certaines choses qui sont dessinées dans certains écrits ésotériques. On va dire que c'est un hasard. Hein, c'est pas, il n'y a pas une volonté de coller à ce système-là, d'accord? Bon. Et donc, au-dessus, par contre, on a des véritables connexions. Hein. L'intuition, c'est une connexion du mental. Donc, l'intuition, c'est une information transcendante. Il existe bien. Lorsque vous avez des intuitions, certains qui vont vous dire oh, ben non, mais tous les grands physiciens qui ont de très grandes intuitions, Alain Cohen, par exemple, qui a de très grandes intuitions, un grand mathématicien, vous diront que l'intuition, c'est quelque chose de transcendant. Ça arrive, on ne sait pas comment. Et on ne peut pas l'expliquer mécaniquement. C'est une information qui vient de l'extérieur de l'espace-temps. Et pour arriver à voir... Et moi, j'ai pratiqué ça toute ma vie. Moi, je suis un inventeur. J'ai inventé des dizaines, des centaines de machines, de logiciels, etc. Moi, pour aller travailler, je vais me coucher. Hein. Ou alors, je fais une grosse balade. Je fais de la randonnée ou je me mets allongé. Voilà. Je dis souvent à ma femme, Laurence, moi, je vais faire une sieste de travail. Voilà. C'est pour non mais c'est vrai, c'est pour lâcher prise de manière à ce que l'intuition, l'information rentre. D'un autre côté, totalement différent, là au niveau émotionnel, la foi, on a quelque chose de transcendant là aussi. La foi, c'est le contraire des croyances. La foi, ça n'a rien à voir avec une croyance. La foi, c'est une connexion émotionnelle avec l'extérieur de l'espace-temps. Il faut bien comprendre que c'est vraiment quelque chose de réel et fondamental. Et ce qu'on appelle l'amour, que je préfère appeler le don de soi, parce que c'est plus dans la pratique, on va dire, c'est une connexion directe au soi, donc qui est encore un petit peu plus au-dessus,
c'est une connexion directe au soi. Voilà. Lorsqu'on a suffisamment travaillé tout ça, alors il y a plein de techniques de développement personnel, il y a la méditation. Moi, je ne sais pas méditer, moi je fais des grosses randonnées, je fais 300, 1000 mètres de dénivelé dans la montagne, ça me fait l'équivalent à peu près. Et il y a plein de techniques. Eh bien, la troisième connexion, donc la connexion avec le centre supérieur, vous pouvez l'appeler la connexion à l'amour, tout simplement parce que c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on est connecté, et c'est une joie inconditionnelle. C'est quelque chose, je veux dire, tout le monde a la possibilité d'être heureux. Le but de la vie ne peut pas être d'être heureux, c'est complètement délirant, puisque le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut puiser directement à la source, à volonté. Et si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas travaillé le bas, le moi, le lâcher-prise, le détachement et la confiance. Et pour arriver à ça, donc je donne des... Donc, au niveau des actes, au niveau de comment ça se passe dans la réalité, donc le don de soi, ça consiste à donner le meilleur de soi, une fois qu'on a découvert son soi. Sinon, on tombe dans l'intérêt. Et quand on a compris ça, l'intérêt, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucun intérêt de faire quoi que ce soit. La foi, ça permet de prendre des risques. Parce que émotionnellement, on sent qu'on a la foi. Donc on ne sait pas pourquoi, mais on prend des risques. L'intuition, ça permet de suivre son guide intérieur qui nous dit, ben, voilà, c'est là qu'il faut aller, ça, ceci est vrai. Vous le sentez, vous ne savez pas le dire pourquoi. Moi, mes intuitions, je sens que quelque chose est vrai, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé, ça peut être en maths, en informatique, n'importe quoi, et je sens que c'est vrai, et donc il faut que je réfléchisse énormément pour comprendre ensuite pourquoi, effectivement, j'avais raison de trouver ça vrai. L'intuition, c'est vrai que ça s'analyse pour arriver à passer de l'intuition à la raison. Donc les choses qui se travaillent, par contre, donc les choses qui se travaillent, c'est important, pour laquelle il y a un effort. Donc la confiance, ça demande un effort, et ça permet de sortir des sentiers battus, ce qui est essentiel pour arriver à activer la loi de l'attraction. C'est pour ça que c'est d'ailleurs souvent en vacances il nous arrive des synchronicités où on récupère des informations qui sont exactement finalement ce dont on a besoin pour réaliser ce qu'on a demandé. Il ne faut pas oublier de demander. Hein. Le lâcher-prise, bon, j'en ai déjà parlé, se traduit par le laisser agir. Hein. Et le détachement se traduit par accepter de changer, de ne pas être la même personne. De toute façon, cette personne qui est le moi, elle n'existe pas. Elle meurt vraiment après la mort. Terminé. Les préalables à tout cela, c'est d'apprendre à se déconditionner, donc c'est un travail du mental. C'est d'apprendre à identifier son être intérieur, donc trouver la connexion avec l'esprit, quel est le sens de sa vie. Et lorsqu'on a réussi à faire ça, à ce moment-là, on peut faire une demande parce que enfin, c'est pas la préalable à ce que je viens de dire, c'est les préalables au fait de mettre en œuvre la loi de l'attraction. Voilà. Parce que ça, j'ai fait ce modèle en 6 composantes. Après, mais il y a tout dans les 6 composantes. Il y a absolument tout. Mais dans mon livre, je rajoute trois points importants qui sont ce qu'il faut faire pour activer la loi de l'attraction. Donc il faut travailler sur le mental, ouvrir la connexion à l'esprit et ne pas oublier de déposer une intention dans votre futur, dans l'univers. Voilà. Ça me paraissait complètement délirant. Un jour, je tombais sur de gens qui disaient on peut faire une demande à l'univers. Ça me paraissait. Enfin, mais non, c'est physique. Pour moi, c'est devenu bon. Les physiciens, il faudra encore leur laisser le temps de s'habituer. Les rationalistes, il va leur falloir des années avant de trouver ça normal. Mais ils vont y venir, c'est sûr. Donc voilà, la loi d'attraction, ça consiste donc à faire des efforts pour travailler sur le mental. Ouvrir la connexion à l'esprit, donc ça c'est les 2 étages que je vous ai montrés, et ne pas oublier de déposer une intention, et là il y a plusieurs façons de faire. Bon, ça peut être voilà, ça peut aller de la prière à toutes sortes de cérémonies, regarder le soleil, parler à l'univers directement, mieux vaut
provoquiez personne dans ce cas-là. Bon, faites comme vous voulez. Voilà. Bon, donc là, je vous ai parlé de la loi d'attraction. Vous avez vu, la loi d'attraction, c'est compliqué. Hein, c'est quand même pas... voilà. Alors, je voudrais quand même souligner l'importance de ce qu'on appelle l'effort et le doute. L'importance de l'effort, je vous l'ai déjà souligné. De toute façon, le préalable avant de faire l'effort d'ouvrir les connexions, c'est de se poser la question, qui suis-je, où vais-je, dans quel état j'erre. Voilà. Ça, c'est le truc fondamental. Si vous vous retrouvez mal, si vous n'êtes pas bien, etc., si vous cherchez votre... Il faut toujours en revenir à ces questions-là. Ça a l'air con, mais c'est vraiment très, très, très important de savoir se poser ces questions-là. Douter de soi. Parce que de toute façon, si vous doutez de vous-même, ben, c'est pas que vous êtes nul. C'est au contraire, vous avez fait un progrès par rapport aux gens qui pensent déjà tout savoir. Hein, c'est déjà énorme. Donc, et ce doute, il a l'avantage de conduire à l'introspection, il maintient la pluralité des possibles et il favorise le détachement. Donc déjà, vous êtes sur la bonne voie lorsque vous doutez. C'est normal de douter, même moi je doute, on n'est pas 100% parfait, et on est médiocre très souvent. Et le doute, c'est un état tout à fait normal, il ne faut pas avoir peur du doute, c'est quelque chose de très positif. Seul le doute prolongé est négatif parce qu'il est en réalité dû à des peurs et à des angoisses. Hein. Et donc attention à l'enseignement du New Age qui vous dit de ne pas douter, de croire que c'est déjà là, hein, ce que vous voulez, etc. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais si vous n'avez pas fait le travail qui consiste à ouvrir la connexion, vous allez vous retrouver, mais vraiment comme une femme au foyer américaine au bord de la crise de nerfs. Je crois que c'est le New Age, c'est un peu pour elle. Enfin, bon. Deuxième chose, donc l'effort, l'ouverture des connexions demande des efforts du mental, ça on ne sera jamais assis là-dessus. Certains efforts physiques permettent même l'ouverture directe de la connexion. Alors là j'ai mis intuitif, mais j'ai une version, j'ai pas mis la dernière version de mon truc. Et après ouverture des connexions, l'effort, bon j'ai mis acharné parce que moi je suis un acharné, mais en fait c'est l'effort prolongé, fait des miracles. Hein. Il conduit au dépassement de soi et permet de tout faire sans compétences. Les compétences viennent après. Donc les diplômes et tout ça, moi je connais des gens qui trichent, hein, qui disent qu'ils ont tel diplôme, ils ont parfaitement raison, c'est ça qu'il faut faire dans la société actuelle. De toute façon c'est tellement... c'est pas tricher que de dire qu'on sait faire quelque chose alors qu'on ne sait pas le faire dans la mesure où vous sentez que vous allez apprendre à le faire. Voilà, donc attention à l'enseignement du New Age qui dit pas besoin d'effort, il suffit de visualiser. Oui, c'est vrai, mais à nouveau, je répète, ça marche que lorsqu'on a réussi à ouvrir la connexion. Le New Age, faisant la confusion entre le moi et le soi, vous laisse dans la merde par rapport à ça. Alors, autre chose, je prends aussi volontairement le contre-pied de ce qu'on appelle trop souvent la pensée positive. La pensée positive, c'est bien, mais attention. Alors, dans le cas où vos efforts ne mènent à rien, que vous êtes en situation de doute prolongé, ça veut dire que vous avez un souci de libre arbitre parce que vous êtes trop conditionné, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos conditionnements. Alors, il y a une expérience scientifique très intéressante qui a été citée dans le livre de Jean Stone que je vous conseille de lire et qui s'appelle « Notre existence a-t-elle un sens ?» C'est plusieurs expériences, c'est l'expérience de Libet, qui ont montré que, avec des gens sur lesquels on mettait des électrodes, etc., enfin je vous passe les détails techniques, qui ont montré que la décision de faire quelque chose avait lieu avant la prise de conscience de la décision. Ce qui a fait dire aux matérialistes que le libre arbitre n'existe pas. Et ils ont raison. Si la décision, en fait, elle est inconsciente et que quand vous avez l'impression de prendre une décision, en fait, c'est vos neurones qui ont fait ça et vous arrivez après, vous avez l'impression que vous êtes libre, mais ça a été démontré scientifiquement. Ça a été démontré scientifiquement que votre libre arbitre n'existe pas. Donc là, vous êtes mal. Mais il y a une exception.
C'est-à-dire qu'on peut exercer son libre arbitre sur le mode du veto, par changement d'avis, parce qu'il a été aussi montré que 200 millisecondes avant nos actes, nous pouvons changer d'avis en toute conscience et les annuler, car ils ont été initiés sans véritable libre arbitre. C'est-à-dire que la nature nous a pourvu d'un cerveau qui nous fournit notre libre arbitre dans le non, en disant non, dans la négation. C'est intéressant. Ça veut dire que la pensée négative permet de reconquérir son libre arbitre. Et moi, ça me parle, ça, parce que moi, le meilleur de ce que j'ai fait dans ma vie, donc les sociétés que j'ai créées, les grands projets que j'ai développés, y compris jusqu'aux livres que j'ai écrits, etc., ça a résulté de choix que je ne pouvais pas ne pas faire sans me trahir. Parce qu'on vit dans une société de conditionnement qui a tendance à vous dicter vos actes, et on a trop tendance à avoir une pensée raisonnable qui nous dit bon, mais je vais faire ça, ça c'est raisonnable, non, ça c'est pas raisonnable, etc., etc. Et puis vous sentez au fond de vous-même que non, qu'il y a un problème, etc. Oui, mais on vous a appris à être raisonnable, donc finalement vous n'allez pas faire quelque chose, il y a un truc au fond de vous-même, puis ça va rester, puis après vous allez tomber malade. Parce que vous avez oublié, c'est-à-dire parce que vous avez accepté, vous avez pensé que vous avez choisi telle voie, mais c'est pas vrai, vous ne l'avez pas choisi, c'est parce que vous avez été conditionné à choisir ça, parce que vous avez pensé que c'était raisonnable, mais en fait ça ne correspond pas à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Et si vous aviez joué ce qui fait jouer ce qu'il y avait de plus profond à l'intérieur de vous en développant la connexion avec votre soi, un tant soit peu, vous auriez dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, ou alors vous auriez dit non, je ne peux pas ne pas le faire dans le cas enfin bon, je me mélange un peu, mais... Donc la pensée négative permet vraiment de reconquérir son libre arbitre, et j'irai loin. Vous avez des idées noires, ça sert à quelque chose. Vous avez peut-être même besoin de traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est ce qu'on traverse lorsqu'on passe par de grandes souffrances pour découvrir son soi. Par contre, la pensée négative est limitée par le fait qu'elle ne doit être utilisée qu'avant de choisir sa voie. C'est-à-dire que c'est de la remise en question, tout simplement. C'est-à-dire, si vous ne savez pas qui vous êtes, commencez par définir ce que vous n'êtes pas. Si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, commencez par définir tout ce que vous ne voulez pas faire. Et puis petit à petit, vous allez voir, vous allez reconquérir votre libre arbitre. Donc il faut avoir, c'est important, ça implique souvent le courage de dire non. Parce que moi, la première fois par exemple que j'ai créé une société, moi tout seul, alors que j'étais un chercheur, vraiment, j'avais même pas le droit, etc. Et je me suis dit à un moment donné, bon la solution serait, ah ben non, mais je n'ai pas le droit, mais ceci, et puis je peux pas, je suis pas compétent, enfin je me suis trouvé un peu. Et après je me suis dit, mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Après, tu vas tomber là-dedans, tu vas tomber là-dedans. Et donc, je me suis dit, non, je ne peux pas ne pas créer cette société, et donc je l'ai créée. C'est par cette double négation. Voilà. Évidemment que la pensée positive est positive, mais elle ne peut devenir positive qu'après avoir fait un choix. C'est-à-dire, faites attention à ne pas mélanger la pensée positive avec le choix. Et le choix, c'est la découverte du soi. Donc attention à la pensée positive systématique, elle implique un accord, et donc c'est un risque de pensée esclave du système, elle invite à ne faire que des choses raisonnables. Donc la pensée positive, oui, si elle est précédée de la pensée négative, ou mieux encore de la nuit noire de l'âme. Donc j'en viens maintenant aux lois de la répulsion, parce qu'il n'y a pas que des lois de l'attraction. Il y a trois sortes de lois de la répulsion qui sont liées d'une part aux décisions qui changent la vie, d'autre part aux projets difficiles à réaliser et au niveau collectif aux difficultés de changement de paradigme. Alors moi, la première fois dans ma vie où je suis tombé en panne sur l'autoroute, j'étais jamais tombé en panne sur l'autoroute, jamais eu de problème, jamais eu d'accident, c'était le jour où j'allais signer pour réaliser la chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie. J'étais pas stressé, c'était super. Apparemment, peut-être j'avais du stress, mais enfin, comme par hasard. Et par contre, cette chose-là, je ne l'avais pas encore faite. Il fallait que je signe.
Donc il aurait suffi d'un rien pour que ça ne se fasse pas. Et donc là, j'avais vraiment deux futurs complètement différents. Parce que je ne faisais pas du tout la même chose si je signais ou je signais pas. C'était deux vies carrément complètement différentes. Et vraiment, et j'étais pas forcément encore sûr de mon choix parce que c'était quelque chose de tellement fou que un rien pouvait peut-être me faire vaciller. Et ce rien, il est arrivé. Je suis tombé en panne sur l'autoroute, des heures de retard, etc. Enfin, et je me suis vraiment posé la question, mais je me suis dit, mais ça, je ne devrais pas le faire quand même. C'est vraiment un mauvais signe. C'est le jour où, paf. Et en fait, ce jour-là, j'avais quand même déjà écrit mon bouquin. Et j'avais déjà écrit la double causalité et appris à raisonner en termes de double causalité. Et j'ai compris d'où ça venait. C'est que tout simplement, je venais de rompre. Et j'étais en train de rompre un ancien futur. Et j'allais créer un nouveau futur. Mais ce nouveau futur était fragile. Et donc, vous avez une concurrence entre deux futurs qui existent déjà. L'un, vous venez de le rompre. Il ne s'éteint pas tout de suite, l'espace-temps, mais un certain temps avant de se restructurer. D'ailleurs, je commence à avoir des preuves physiques de ça à travers des expériences que je fais avec des sociétés qui travaillent sur Internet dans la publicité. Donc, je commence à avoir des preuves du fait que l'espace-temps met un certain temps avant de se relaxer. Et donc, paf, vous supprimez d'un coup votre vie. Toutes ces informations qui se trouvent dans le futur et vers lesquelles vous n'allez pas aller, elles ne s'évanouissent pas instantanément. Et si elles ne s'évanouissent pas instantanément et que vous avez choisi une autre vie, et que sur cette autre vie, ce n'est pas totalement déterminé, eh ben, elles vont vous envoyer des ponts rétrocausalement pour que vous retourniez à la maison, pour que vous repreniez vos habitudes anciennes. Donc voilà ce qui explique le fait qu'on a des emmerdements lorsqu'on prend des décisions qui changent la vie, et que c'est quelque chose de très important. Donc ne voyez pas des mauvais signes là-dedans. Voyez-y au contraire un encouragement et le signe du fait que votre choix a encore besoin d'être déterminé. C'est à peu près la même chose pour les projets difficiles à réaliser, surtout s'il y a un manque de foi en leur succès. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai fait des centaines de démonstrations à des industriels, différents systèmes, des robots, des machins. Et quand il faut faire une démo pour savoir si on a le marché ou si on n'a pas le marché, on est confronté à ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum, ou loi de Murphy, ou l'effet démo. C'est-à-dire que vous avez pris tous les soins que vous pouviez pour que ça marche, et le jour où ça décide de ne pas marcher, c'est justement le jour où il ne fallait pas. Mais ça, c'est hyper connu de tous les gens qui sont dans l'innovation. D'accord ? Voilà. Et c'est tout à fait normal, parce que ce jour-là, il y a deux futurs qui se concurrencent. D'accord ? Et donc, ça résulte du même mécanisme. D'accord ? Et donc, pour éviter cette loi, et moi j'ai appris à le faire sans avoir compris. J'ai appris à le faire parce que pour réussir dans l'innovation, il fallait maîtriser son mental pour que la démo marche le jour J. Et donc, j'étais dans la confiance, dans la détermination, etc. Et dans la foi que la démonstration allait marcher, mais je ne doutais pas. Donc là, c'était la loi d'attraction du New Age à plein tube. Et ben, mes deux mots marchaient. Et j'ai reçu plusieurs fois des félicitations de la part d'autres ingénieurs ou de gens, par exemple de chez Thales, avec qui j'ai travaillé. Mais comment vous faites pour que vos démos marchent ? Voilà. Bon, donc, voilà, ça ressort du même, ça montre bien qu'il y a une logique là-dedans, et au niveau collectif, un peu pour les mêmes raisons, mais là c'est carrément, est-ce que nous allons vers une société matérialiste ou est-ce que nous allons vers une société où nous allons nous éveiller, parce que sinon nous allons finir peut-être par devenir des esclaves, voire même du bétail, etc. Donc là, ça demande une évolution collective de la conscience. Et là, le futur est susceptible de résister anormalement à tout ce que le public n'est pas prêt à accueillir. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans un changement de paradigme où on a bien compris depuis très longtemps qu'il y a un tas de phénomènes extraordinaires, mais ils n'aboutissent jamais à la preuve. Alors c'est qu'il y a la moitié de l'humanité qui croit en des conneries.
Mais non, ça vient tout simplement du fait que nous construisons notre futur collectivement et que l'humanité crée un futur collectif et que c'est la pensée dominante, la pensée unique, celle qu'on nous assène tous les jours à la télévision et dans les médias, qui, en retentissant dans la grande majorité de notre collectif, crée notre futur. Et que donc, à partir de, comme personne ne s'imagine qu'on puisse avoir autre chose qu'un futur matérialiste, eh bien, les lignes temporelles qui pourraient nous faire vivre collectivement autre chose, elles n'émergent pas. Et donc, on n'arrive jamais à la preuve. L'absence de preuve est due à la résistance du futur, à la résistance du collectif de conscience. Donc, ouais, vous voyez, les lois de la répulsion, elles sont beaucoup plus objectivables que les lois de l'attraction, finalement. Voilà. Et donc, ce qu'il faut en tirer de ça, c'est ne pas avoir peur des ennuis, ni des périodes de dépression, ni des échecs. Ils sont souvent des signes que notre futur résiste. Et c'est en plus vachement pratique. C'est-à-dire qu'au lieu de vous rendre coupable de je ne sais quoi, ou d'aller dire que vous êtes pas doué, ou etc. Quand vous voulez faire quelque chose et que ça ne marche pas, franchement, sur le plan psychologique, il vaut mieux dire quelque chose de très probable, c'est que votre futur résiste à tout ce que vous faites. Ça vous éviterait au moins de culpabiliser ou de vous dévaloriser. Voilà, et donc là, il faut travailler le soi parce que la ténacité, l'effort et la détermination, les zen payent. Voilà. Donc, les lois de l'attraction, vous avez bien compris qu'il y en avait deux ce soir, dont je vous ai parlé. Je vous ai déjà parlé de la loi de l'attraction issue de la double causalité que je vais vous résumer. La loi de l'attraction issue du New Age, bien entendu, c'est fondé sur quelque chose de vrai, mais il y a une immense, quelque chose d'absolument scandaleux même dans la façon dont elle est présentée au public, c'est qu'il y a une confusion entre le soi et le moi qui fait que on n'apprend pas aux gens à faire d'abord l'essentiel et qui demande des efforts et qui demande même des fois de la pensée négative à tout ce que je vous ai expliqué, qui n'est pas du tout évident, contraire à ce qu'on vous présente. Il faut passer par, voire même des fois la nuit noire de l'âme. Il y a des personnes qui ont la révélation de ce qui... Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, choisir tout ce qu'ils veulent, qu'après avoir subi d'immenses efforts. Alors il y a quand même d'autres moyens d'éviter de passer à travers ces souffrances pour arriver à faire jaillir l'attraction, mais vous ne pouvez pas faire l'économie de la dissociation entre le mental et l'esprit, entre l'ego et l'esprit. C'est pas possible. Et donc, en résumé, dans le processus qui vous permet de favoriser les synchronicités qui vont vous apporter automatiquement dans la vie ce que vous avez décidé de vivre, il y a donc le détachement en premier, le lâcher-prise en second, la confiance. Petit à petit, on monte. Il y a vraiment comme une hiérarchie. On passe du détachement au lâcher-prise à la confiance, à l'intuition. On commence à avoir des intuitions. La foi commence à s'installer. Et après, on trouve naturel de donner de soi. Parce qu'après, finalement, on comprend sa vie non plus en fonction de la notion d'intérêt, mais en fonction de la notion de don de soi. Enfin, voilà. Enfin, moi, je ne dis pas que je suis arrivé à ça, mais disons que, bon, ben, j'ai pas de souci à me faire par rapport à ça, mais il faut des années ensuite pour adopter ça demande des années, hein, d'assimiler tout ça et de fonctionner différemment. Maintenant, moi, je suis devenu un extraterrestre par rapport la moyenne des gens, parce que, bon, après, on ne peut plus parler de la même façon, on ne peut plus échanger les mêmes choses, mais c'est pas grave, il faut rester détaché, et puis voilà, et puis, bon. Bon, en conclusion, donc, la loi de l'attraction du New Age, elle est bonne à rendre docile à cause de la confusion du soi et du moi. Elle retire le sens critique à cause de la pensée positive. Elle est néanmoins utile pour intégrer socialement. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Et elle est quand même très efficace après la nuit noire de l'âme. Ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui peut être provoqué consciemment, mais qui en général est assez dramatique, on le vit, voilà, ce sont les épreuves de la vie. Quand même, je voulais faire passer tout ce sur quoi ça repose, donc ma théorie,
Donc il faut comprendre qu'on peut mieux comprendre la loi de l'attraction, la vraie, à partir du moment où on comprend que la réalité n'est pas ce qu'on croit. La structure de l'espace-temps est composée et doublée. Il y a la matière d'un côté, et il y a un tissu vibratoire déformable, modelé par la conscience, qui permet de le mettre en vibration, et il y a même la possibilité de réalités locales multiples. Donc on a le droit de s'ouvrir à un certain nombre de choses, dont je ne parle pas ici. La nature de la conscience, j'en ai pas parlé, mais à mon sens, moi, à ma façon, je n'ai pas de système, hein, je prétends rien, je pense que la conscience se divise en transférant l'esprit dans l'âme. Parce que lorsque vous... En fait, ce n'est pas vraiment une division, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui est extérieure à l'espace-temps, qui a décidé d'œuvrer dans l'espace-temps, elle a décidé que ce soit elle, mais en fait, elle a mis sa graine d'esprit dans l'espace-temps, et une nouvelle conscience est née à partir de cette graine d'esprit. Voilà. Et donc, je n'ai pas encore élucidé la question de savoir si la conscience émerge spontanément à partir de la naissance, ou alors s'il faut rajouter à la graine d'esprit comme une espèce de parcelle de conscience autour, ça je ne sais pas, mais ce n'est pas utile de le savoir. Par contre, ce qui est fondamental, c'est cet esprit, c'est cette graine d'esprit qui fait que nous sommes bel et bien des individualités, mais à haut niveau. Voilà, et que donc j'aime bien l'idée que la conscience est quelque chose qui est partout. Voilà. Mais bon, ça, ce sont plutôt, on va dire, des opinions personnelles. Enfin, la conscience est quelque chose qui est continu, qui peut se diviser, peut-être que ça peut refusionner. Ça n'a rien à voir avec l'esprit qui, lui, représente vraiment l'information, c'est-à-dire l'intention, c'est-à-dire l'amour de ce que j'ai envie de faire, la création, la brique que je veux rajouter dans l'espace-temps. La nature de l'univers, donc je suis certain, mon intuition me le dit. Et donc c'est un gigantesque cerveau avec toutes ces imbrications dont nous serions comme des neurones, et qui est d'essence essentiellement immatérielle. Et pour ce qui concerne la compréhension de notre pouvoir créateur, il est clair qu'en tout cas à l'échelon collectif, et même à l'échelon individuel, on est encore des bébés, nous n'avons pas encore appris à nous servir de nos facultés de télécommande. Nous n'avons pas encore... Vous imaginez ce que pourrait être la société si on... Enfin, c'est incroyable, et on y va. Donc pour ça, première chose, il faut quand même savoir douter, faire des efforts, savoir dire non, rester zen devant les ennuis, en invoquant la résistance du futur. C'est plus sain que la culpabilité. Développer la dissociation égo. Je cite souvent, plein de gens adorent le livre audio d'Eckhart Tolle. C'est vraiment le top, lui, à ce niveau-là. Il y a plein d'autres techniques, mais attention au business New Age, attention au stage, aux trucs qui coûtent cher, on a l'impression que plus ça coûte cher, enfin bon. Et développer les valeurs spirituelles qui activent la télécommande, dont je rappelle le détachement, le lâcher-prise, la confiance, la foi, l'intuition et le don de soi. Et pour les gens qui veulent avoir des informations sur mes conférences, cette conférence, est-ce que si je la publie, si je mets simplement les plans, je ne sais pas encore, mais vous pourrez trouver ça sur l'un de mes sites internet. Voilà. Je vous remercie.